Bienvenue à chacune et à chacun. Je me trouve au pôle culturel La Grande Passerelle à Saint-Malo en compagnie de l'auteur Boualem Sansal. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous interviewer. Vous êtes venu à l'invitation de l'association L'Encre Malouine, présidée par sa dynamique présidente, donc Charlotte Cabot. Alors Boualem Sansal, vous êtes né en 1949 en Algérie, n'est-ce pas? Oui, je ne peux pas contredire ça, c'est une information objective. Alors vous avez une formation d'ingénieur à l'École nationale polytechnique d'Alger, à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, tout ça est juste? Oui, voilà. Puis il y avait d'autres études en suivi, en économie, tout ça, oui. Oui, parce qu'en effet, vous êtes titulaire d'un doctorat d'économie. Alors, première question, Boualem Sansal, quels sont les souvenirs que vous gardez de ces années d'études? Des souvenirs d'étudiants, donc plutôt sympathiques. C'était une belle époque. L'Algérie, dans ces années-là, c'était un pays sympa. Voilà, en gros, sympa. On peut développer pourquoi c'était sympa, mais parce que c'était un pays ouvert, voilà. C'était un pays ouvert où des gens venaient de partout. Passionnés par l'Algérie, passionnés par l'expérience de socialisme autogestionnaire qu'elle mettait en place. Et voilà. Mais puis après, catastrophe, tout a changé. Coup d'État, on arrive dans les années 65 on bascule dans un régime militaire, policier, et là tout a changé. Alors, c'est vrai que vous avez été enseignant, hein, consultant, chef d'entreprise et haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérien. Vous êtes limogé, je ne sais pas si je peux employer ce terme, en 2003 pour vos prises de position critiques contre le pouvoir en place, particulièrement contre l'arabisation de l'enseignement, je crois. Ouais, tout à fait, oui. J'étais quelqu'un de très actif, hein. Je travaillais en tant que consultant, en tant que haut fonctionnaire, en tant qu'enseignant, à l'université, à l'école polytechnique et tout ça. Et puis, patatras, dans les années 90, mon pays sombre dans une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, qui a détruit ce pays. Et donc voilà, je me suis mis à écrire, évidemment. Je rentrais un peu comme ça dans une littérature du type engagé, pas pour raconter des histoires comme ça, mais vraiment comme j'ai utilisé la littérature comme un moyen de combat. Voilà. Et donc forcément, ça a déplu à tout le monde, parce que j'écrivais pour dénoncer les turpitudes du régime et les crimes des islamistes, mais aussi la population, les faiblesses de la population qui se laisse faire, qui ne réagit pas, Et donc, évidemment, mes livres ont déplu à tout le monde. Et donc, le gouvernement m'a licencié, les islamistes m'ont menacé, et les gens n'aiment pas trop qu'on les critique. On leur dit quand même, vous devriez vous bouger un peu. Et voilà. Mais les choses s'améliorent de ce point de vue-là. Maintenant, quand même, en Algérie, les gens se rendent compte quand même que je tenais un discours ils se disent même, on aurait dû l'écouter il y a longtemps. Alors, est-ce vrai, justement, Boualem Sansal, que c'est votre ami Rachid Mimouni qui vous a encouragé à écrire? Oui, pas exactement, les choses ne sont pas faites comme ça, c'est que nous étions une bande d'amis, voilà, nous sommes en pleine guerre, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On rejoint les militaires, on soutient la dictature militaire parce qu'au moins elle assure la sécurité, ou on soutient les islamistes parce qu'après tout, ils auront gagné les élections et il faut les laisser gouverner, comme en Turquie, comme en Iran, et puis faire de l'expérience, pourquoi pas? Ou qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mais c'était une guerre, donc il fallait prendre une option. Et donc on a décidé de former un collectif comme ça, de débattre, d'essayer d'expliquer, notamment aux Occidentaux, ce qui se passe en Algérie, et les appelant en quelque sorte au secours. On écrivait à l'ONU, on écrivait aux Américains, on écrivait aux Français, on écrivait partout, en leur disant, si vous ne nous aidez pas, si vous ne vous... ce qu'on appelle vraiment le droit d'ingérence, dont on parlait beaucoup à l'époque, il faut l'utiliser. Si vous ne le faites pas, ok, nous allons mourir, mais la guerre arrivera chez vous. Et ils ne nous ont pas soutenus, et la guerre est en train d'arriver chez eux. Et oui, alors vous publiez votre premier roman, Le Serment des barbares, en 1999, Boualem Sansal, qui reçoit le prix du premier roman et le prix des tropiques. Alors, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous remet ces prix, en fait? Compte tenu de ce que je faisais, tout ce qui me permettait de faire entendre ma voix, c'est important. Si mon premier roman était passé inaperçu, j'aurais eu beaucoup de difficultés à me faire entendre, à faire passer beaucoup de messages dans la presse française et ailleurs. Et donc c'était formidable, parce qu'à partir de là, j'avais une certaine possibilité de parler, voilà, et que j'ai exploité évidemment. Et c'est vrai que votre livre Poste restante, une lettre ouverte à vos compatriotes, Boualem Sansal, est resté censuré dans votre pays. Après la sortie de ce pamphlet, vous êtes menacé et insulté, mais vous décidez de rester en Algérie. Alors, comment tout d'abord vous réagissez quand vous apprenez qu'on censure Poste restante ?
Je m'y attendais, je veux dire, parce que avant Poste Restante, j'avais publié 3 romans, puis je crois un essai, je crois. Hein, enfin, mais en tous les cas, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que je faisais beaucoup de déclarations dans les journaux, télévision française, dans Le Monde, Libération, etc., etc. Et tout ceci dérangeait le pouvoir. Et puis, donc, quand dans la foulée de ces premiers romans, j'ai écrit Poste Restante, voilà, j'ai été limogé. D'abord, il a été interdit. Ça m'a surpris, et pas. Parce qu'il faut rentrer un peu dans le détail, parce qu'à l'époque, le gouvernement était dans une attitude un peu comme ça, attentiste par rapport aux intellectuels. Mais je crois que j'avais dépassé les limites, et donc la censure est tombée sur moi, alors que d'autres écrivains écrivaient, et leurs livres circulaient en Algérie. Voilà, et donc. Mais en même temps, étrangement et paradoxalement, ça a renforcé ma position. Parce que les gens se sont dit, si le pouvoir a réagi de cette manière et interdit, c'est que ce qu'il dit est vrai. Et du coup, ça a renforcé davantage ma voix, et le pouvoir s'en est vite rendu compte. Mais il ne pouvait plus rétro-pédaler. Mais quand même, bon, les autres romans ont pu rentrer en Algérie à peu près normalement, sauf Le Village d'Allemand qui aborde une question un peu taboue, et pas le dernier, qui évidemment est perçu comme étant une attaque directe contre l'islam, alors que ce n'est pas l'objet. C'est pas du tout l'objet. On va y revenir justement, Boualem Sansal. Alors, une autre question qui concerne le fait que vous restez vivre en Algérie à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous pousse à... Parce que vous auriez pu partir, hein, en France notamment. Mais quand on décide de se battre, partir comme ça, bon, c'est un citoyen lambda qui décide de partir parce qu'il a peur, parce qu'il est menacé, tout ça, c'est normal. Mais quelqu'un qui dit je vais me battre, et voilà. Donc et là, s'il part, ça ne s'appelle pas partir, ça s'appelle déserter. Et voilà, donc c'est plus possible. On a un minimum quand même de conviction et de dignité. On ne peut pas quitter un combat dans lequel on est entré librement. Moi, personne m'a poussé à écrire tout cela. Je l'ai fait volontairement, en assumant le risque. Alors bon, si après, quand le danger il est là, on dit ah bon non, je regrette. Non, c'était pas possible. Donc je suis condamné à aller jusqu'au bout, quoi, quelle que soit la suite des événements. Condamné à aller jusqu'au bout. Alors justement, un autre de vos ouvrages, Un petit éloge de la mémoire, est un récit épique de l'épopée berbère. Vous êtes lauréat du Grand Prix RTL Lire 2008 pour votre roman Le Village de l'Allemand, que vous avez évoqué tout à l'heure, sorti lui en janvier 2008, roman encore une fois qui est censuré en Algérie. Et puis vous publiez chez Gallimard 2084 La fin du monde, roman qui vous a valu, Boualem Sansal, le Grand Prix du roman de l'Académie française 2015 et le meilleur livre de l'année 2015 du magazine Lire. Alors l'histoire se déroule en Abystan. Le personnage central est Hati. L'Abystan tire son nom du prophète Abi, c'est-à-dire le délégué de Yola sur Terre. C'est en fait une véritable dictature, hein, où les habitants sont aliénés par un système qui les surveille en permanence. Hein. Oui, j'imagine une théocratie, une dictature religieuse installée sur toute la planète. Je crois, mais il me semble que c'est une hypothèse tout à fait crédible. C'est pas immédiat, bien sûr, mais je pense que dans quelques décennies, c'est une fatalité, il me semble, qu'on va vers cela. Et donc voilà, alors je me pose les questions que s'était d'ailleurs posé George Orwell dans les années 45-48, quand il décrivait son fameux 1984, comment fonctionne une dictature, quels sont les ressorts, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive d'abord à prendre le pouvoir, puis à le garder, à transformer la population pour pérenniser son pouvoir, et comment se comportent les gens par rapport à cela. Est-ce que ce qui fait l'humain dans une société libre, est-ce que c'est reconductible dans une société de dictature? Par exemple, est-ce que l'amour existe dans une société libre? Est-ce qu'il existe dans une dictature? Voilà. Est-ce qu'on peut aimer quand on est prisonnier? Et que notre cerveau a été tellement tournoboulé que toutes les valeurs de l'univers libre ont disparu. Alors que deviennent ces notions? Amour, liberté, fraternité, devoir, responsabilité, tout ça. Tout disparaît en fait. L'être humain est à ce point transformé qu'il n'est plus un être humain, il est autre chose. Et d'ailleurs, c'est même le discours de toutes les dictatures depuis toujours. Ils parlent toujours de construire l'homme nouveau, le peuple nouveau. Donc c'est l'abandon de toutes les valeurs anciennes et la formation de valeurs nouvelles, tout à fait différentes et généralement très simples. Et là, en l'occurrence, c'était une théocratie, donc c'est pas un militant communiste qu'on fabrique, c'est un croyant.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un croyant? Quelles sont les valeurs qui font fonctionner un croyant? À quoi il peut rêver? Voilà, c'est ce que j'essaie de décrire dans 2084 et en me posant la question principale, est-ce qu'on peut se libérer dans une dictature fermée? Tant que la dictature n'occupe pas toute la planète, il est possible de se révolter et de se libérer, puisqu'on a quelque part dans le monde l'image de quelque chose qui fonctionne différemment. On ne sait pas ce que c'est, ça fonctionne différemment. On ne sait pas encore ce que veut dire liberté et tout ça, mais ça peut être attrayant, et donc on peut vouloir faire la même chose. Mais quand la dictature a pris toute la planète, les référents, il n'y a plus de référents là, par rapport à l'ancien monde, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'on peut se libérer? Oui ou non? Individuellement ou collectivement? Voilà, je réponds que collectivement, c'est pas possible. Le peuple, il n'y a plus de peuple. Il y a quelque chose d'informe qui ne résonne pas en tant que peuple. Mais l'individu, c'est possible. C'est un cas sur 1 milliard peut-être, mais c'est possible. Parce qu'il y a toujours l'accident qui fait que, à un moment donné, quelque chose peut se passer chez quelqu'un, dans sa tête. Il n'est conscient de rien. Mais il y a quelque chose qui fonctionne, qui le mènera forcément à la mort. Parce qu'à partir du moment où il commence à réfléchir différemment, il se heurte à l'ordre établi, et il est repéré et tué et condamné, évidemment. Mais quand même, il aura la question, est-ce qu'il arrivera jusqu'à l'idée de liberté, qui est une hypothèse fantastique. Les humains n'ont commencé à parler de liberté que des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Parce qu'avant, ils vivaient tout simplement comme vit le singe, le chat, le chien. Ces notions sont trop abstraites. Le journal Culture et Spectacle, c'est sur Radio Parole de Vie. Alors c'est vrai que Boualem Sansal, vous écrivez en guise d'introduction à 2084, La fin du monde, paru chez Gallimard. Je vous cite, « La religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. » Alors on sent à la fois, Boualem Sansal, dans cette phrase, la tolérance, l'ouverture d'esprit dans la première partie de sa déclaration. La religion fait peut-être, je souligne bien le peut-être, aimer Dieu. Et après il y a un mais. S'ensuit une affirmation incisive et directe. On voit tout le paradoxe qui réside entre l'essence même de ce qui a pour vocation de relier, selon le mot religion, et qui peut au contraire être utilisé pour nous diviser. Oui, la religion vient dire, vient faire quelque chose qui est inadmissible en soi, quoi, pour l'individu qui a conscience de son intégrité et de sa liberté. Elle lui dit tout ce qu'il peut avoir en lui comme amour est capté vers Dieu. Il ne doit aimer que Dieu. Et n'aimer que Dieu, c'est peut-être forcément détester l'humain, ou s'en méfier, ou alors chercher à le transformer pour que lui-même n'aime que Dieu. Mais Dieu n'est pas quelque chose de démontrable. Donc je trouve ça très, très, très dur de lâcher ce qui est concret. Aimer un humain, parce qu'il est là, on le touche, on le voit, on fait un parcours de vie avec lui, l'ignorer pour aller se tourner en adoration vers quelque chose qui n'est qu'une hypothèse et qui de toute façon n'apporte rien à l'être humain. Je suis convaincu que l'être humain n'a pas besoin de Dieu, c'est Dieu qui a besoin des humains, puisqu'il nous demande de l'aimer, de vivre d'une certaine manière, mais sans nous expliquer pourquoi. Donc nous n'avons pas besoin de lui. D'ailleurs, le plus souvent, nous vivons sans lui. Et donc c'est la preuve que nous pouvons continuer à vivre sans lui. Voilà, c'est une phrase, évidemment, en exergue comme ça du roman, qui est très complexe. C'est toute la problématique humaine par rapport à Dieu, elle est dans cette phrase-là. Hein. Donc on peut l'aimer peut-être, c'est forcément à l'encontre de nos frères. Et si on l'aime, on va devenir l'ennemi de nos frères qui ne croient pas, ou qui refusent de croire, ou qui croient en autre chose. Et donc, comme on veut servir Dieu, on va desservir les hommes. Ça fait quand même penser à un texte de la Bible, dans le Nouveau Testament, dans une lettre de Jean qui dit « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» C'est tout à fait ça. Voilà. Il vaut mieux faire le pari de l'amour humain que de l'amour divin. Parce que l'humain, il est là. Et nous voyons sa souffrance, nous voyons tous les liens qui nous lient à lui. Hein.
des liens de fraternité, parce qu'on vit sous le même soleil, dans le même pays, qu'on a besoin l'un de l'autre. Ça c'est clair, c'est évident. C'est cela qu'il faut privilégier. Maintenant, si on a le cœur assez grand pour aimer à la fois les humains et Dieu, pourquoi pas? À condition que ce soit un Dieu d'amour. C'est pas. Or, ce que nous voyons, c'est pas forcément le cas. Dans la Bible, Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et ça, on peut, quelqu'un qui croit, qui n'est pas sûr de son intelligence pour faire discriminer les choses, il peut choisir la deuxième partie de la phrase. Et en tout cas, on voit aujourd'hui avec les islamistes qui prennent les injonctions du Coran au pied de la lettre. Le Coran qui dit les infidèles, il faut les tuer. Et donc, voilà, Dieu, il faut se méfier de Dieu, parce qu'on n'est pas sûr qu'il existe, mais il faut surtout se méfier des discours qui nous disent qu'il faut aimer Dieu. Voilà, parce que ceux-là, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est peut-être le roi qui a écrit ça, pour qu'on soit des êtres disciplinés et apeurés. Juste pour reprendre la phrase que vous avez évoquée où Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée », mettre la division entre deux membres de la famille, c'est au nom de la vérité. C'est-à-dire que l'épée symbolise la vérité. Et il dira aussi à Pierre, qui vient le défendre lorsqu'on vient l'arrêter à Gethsémanée, « Rentre ton épée dans son fourreau parce que celui qui frappe avec l'épée périra par l'épée. » Donc il y a ce retournement de la valeur de l'amour quelque part et c'est pas un royaume terrestre qu'il est venu... Avant que le coq chante 3 fois, Pierre a trahi. Donc voilà, c'est aussi... Et Judas, qui était, je pense, l'apôtre préféré de Jésus, réellement. Je crois que Jésus avait un grand amour pour Judas. Judas l'a plus que trahi, pour pas grand-chose, 30 deniers. Quoi. Donc voilà, on est avec la religion, on est dans un univers très particulier. Si on y va à titre individuel, c'est formidable. Moi, je suis à la limite de ce point de vue très religieux. C'est soit avec soi ou avec vraiment avec de vrais amis ou des proches. C'est des questionnements très évidemment incontournables. Le questionnement religieux est incontournable. L'homme ne peut pas l'éviter, à moins d'être sourd, aveugle et muet, tout ça, il ne peut pas l'éviter. Mais collectivement, quand on est dans un processus collectif, alors là, non, parce que à ce moment-là, la religion passe par le filtre des pouvoirs, des institutions, et voilà, l'institution n'a besoin que de gens obéissants. Le reste, ça ne l'intéresse pas. D'où la laïcité en France, la séparation. Mais c'est une belle invention, mais qui n'est que française, et c'est dommage qu'on ne puisse pas, par un décret universel, comme la Déclaration des droits de l'homme et tout ça, en faire quelque chose, je ne dirais pas d'obligatoire, mais essayer de vendre ça à tout le monde, pour qu'on ait précisément, avec la religion, une relation saine. Ça reste un truc domestique, soit avec soi. Merci Boualem Sansal. Une dernière question, en tous les cas une remarque, c'est avec une ironie déconcertante que vous avertissez entre guillemets les lectrices et lecteurs. Tout ce que vous écrivez et décrivez dans 2084 à la fin du monde n'est que pure fiction, n'est-ce pas? Oui, c'est une fiction. Voilà. Au lecteur de voir ça et de décider ce à quoi il veut croire, quoi. Merci Boualem Sansal. Merci beaucoup. Je rappelle 2084 à la fin du monde, un roman paru chez Gallimard et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous.